Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Alors, fait plaisir d'être ici ce soir pour vous partager mon chemin, mon chemin vers la liberté, hein. Disons depuis les 47 dernières années, c'est-à-dire depuis le début de ma formation en inhalothérapie, euh, ce qui comprend en fait la formation au niveau du souffle au point de vue physique, au point de vue psychique, et au point de vue spirituel. Donc ce soir, ça portera, comme le dit le titre, sur l'esprit de la marche et du souffle, donc l'aspect spirituel, qui en est la philosophie, mais qui en même temps en est ce qui donne du sens et qui permet de pouvoir améliorer notre souffle concrètement en tant qu'être incarné. Alors, ce sera une présentation générale, hein, parce que c'est un sujet très, très, très vaste. J'espère que vous pourrez en retenir le plus possible. Sinon, vous pourrez y revenir en réécoutant au niveau de la conférence. Alors, je pense que sans plus tarder, il y a beaucoup de matière. Alors, sur un chemin de liberté, c'est l'objectif de la libération de la respiration qui se fait de concert avec la marche, mais qui se fait avec un discernement individuel, c'est-à-dire que chacun a son chemin vers la liberté. Et pour ça, c'est un chemin dont on doit essayer de faire quelque chose de congruent, autant en esprit, en cœur qu'avec le corps, et qui nous amène finalement vers la pleine conscience à chaque pas. Alors, cette présentation va être une invitation à réfléchir, pour faire votre propre réflexion, pour voir quel est le lien qu'il y a entre marcher, parler et penser, hein. Des principes qui viennent autant de Rudolf Steiner que de la méthode de Padovan. C'est surtout le mot congruence, comme on va le voir, qui sera ici important. Alors, si je me rappelle, si je me rapporte à mon séjour au centre Durkheim, dans une approche zen, ce qui est important dans ce lien corps, âme, esprit, ce sont nos états, hein. Est-ce que l'âme existe? Est-ce que l'esprit existe? Bon, on pourrait en discuter longtemps, mais ce qui est certain, c'est que concrètement, à chaque jour, j'ai et nous avons des états, l'état de notre corps, nos états d'âme et nos états d'esprit. Alors, lorsqu'on parle de spiritualité, le premier mot qui me vient, j'entends encore ma mère dernièrement qui me dit le plus important au monde, c'est la prière. Et je pense que respirer librement, c'est une forme de prière, peu importe à quelle nature spirituelle nous pouvons faire référence. La respiration, c'est une des premières fonctions qui est affectée par la vie, tout simplement, je dirais même plus, par la façon dont on respire. Alors, chacune de nos pensées, nos comportements influencent notre respiration et notre marche. Point les plus importants, d'un point de vue physiologique, c'est d'essayer de conserver la tête libre, faire silence avec la tête, de trouver l'appui sur le sacrum, sur le plancher pelvien, et surtout d'avoir un sternum libre. Donc, c'est un travail du corps qui permet d'être en relation et en congruence avec l'esprit. Tout ça va nous permettre d'avoir une détente des yeux, une détente de la mâchoire, de l'occiput, et un lien avec les tensions qu'il peut y avoir dans nos mollets. D'où la posture de prière à genoux, souvent, ou les postures de méditation, où nos mollets sont libres, donc notre pensée peut être libre et en même temps va nous amener un état différent pour la marche. Alors, je dis souvent qu'avant tout, on doit libérer notre respiration, c'est-à-dire se poser, lâcher. Éviter de forcer, hein, même pour bien faire, en évitant de s'affaisser ou de se tendre. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, juste par un très, très court exercice. Alors, je vous inviterai, hein,
Si vous êtes assis de préférence, si vous êtes debout, ben, vous pouvez peut-être vous asseoir. De porter attention à vos ischions, hein, les os sous les fesses, et à votre respiration. Voilà. Le fait que porter attention à vos ischions, à votre respiration, pendant quelques instants. Puis, placez les paumes de vos mains sur vos yeux quelques secondes et continuez de vous observer. Placez les paumes de vos mains sur les yeux et observez-vous. Qu'est-ce qui se passe sur vos ischions, sur l'espace que vous prenez sur la chaise? Qu'est-ce qui se passe sur votre respiration? Vous pouvez enlever vos mains et observer à nouveau quel est l'impact du fait que vous avez retiré vos mains de vos paumes de vos yeux, de retrouver la luminosité. Est-ce que ça influence la sensation, la perception que vous avez de votre respiration et de l'espace que vous occupez sur la chaise? Alors, tout en poursuivant l'observation, vous pouvez placer un pouce sous la mandibule au centre, sous le menton. Ne faites qu'étirer la peau un petit peu vers l'oreille et vous relâchez. Faites du côté droit et ensuite du côté gauche, sous le menton, sous la mandibule. Vous étirez la peau et vous ramenez. Sans plus. Et vous observez quel est l'espace que vous occupez sur la chaise et comment est votre respiration. Alors, nous venons de faire un pas de plus vers le discernement, la conscience. Mais ce qui va nous amener, en fait, vers un discernement encore plus large qu'il y a entre la connaissance de l'esprit, hein, le grand esprit, comme certains diront avec un E majuscule, et le savoir de l'esprit. Donc, son enfant là, incarné en plus petit, imparfait. Donc, ce qui nous amène à faire une certaine distinction entre la connaissance et le savoir. Ce que je pourrais donner comme exemple dans l'exemple 1, c'est que la science devrait représenter le grand esprit, être objective. Tandis que la méthode scientifique telle qu'on l'emploie aujourd'hui serait le petit esprit, c'est-à-dire une partie du grand esprit, mais qui ne peut qu'en exprimer qu'une partie, qui ne peut pas tout expliquer non plus. Comme second exemple, je dirais que la spiritualité en général, ce serait le grand esprit et les différentes religions, autant que l'athéisme, l'agnostisme et toutes sortes de cultures, le bouddhisme et autres. On prend ça comme une forme, comme la lettre, comme une forme, comme l'esprit de ce que peut être la spiritualité, chacune ayant des valeurs communes, bien sûr, mais chacun ayant aussi certaines difficultés. Alors, je dis souvent que respirer librement, c'est être dans son assiette. Alors, j'ai eu un petit exemple à partir du conte des Mille et une nuits, hein, où à un certain passage, on dit: Eh bien, mon fils, lui dit-elle en essuyant ses larmes, comment vous trouvez-vous? En quelle assiette est votre esprit?
Avez-vous renoncé à toutes vos fantaisies et aux propos que le démon vous avait suggérés? Alors on voit que l'esprit, la spiritualité, ça ne s'intéresse pas seulement qu'aux religions, hein, ça se transmet aussi de différentes façons, dont à travers les contes, si on sait bien sûr s'y intéresser et avoir une vision d'un degré différent. Mais tout ça m'amène à une grande question. Est-ce que le souffle, ce grand souffle, est présent aujourd'hui où beaucoup de gens sont étouffés de surtension plus ou moins consciente, qu'on a normalisé et même valorisé? On se retrouve avec beaucoup de problèmes de plus en plus d'apnée du sommeil, avec la COVID longue, on parle de santé mentale, devrait-on parler de santé spirituelle plutôt? Stress chronique, des gens qui arrêtent de respirer même le jour, à tout moment, de maladies pulmonaires, de la guerre éternelle entre science et religion où on rejette tout. Euh, alors on est un peu emprisonné et à bout de souffle entre le grand esprit et l'esprit. Alors comment retrouver cette liberté? Alors, mon travail, autant d'un point de vue des médecines traditionnelles orientales que de la médecine moderne comme inhalothérapeute, m'a amené à essayer de voir pourquoi ne pas relier les choses, collaborer, plutôt que de toujours combattre et se battre entre différentes perceptions de ce que peut être la santé, les soins, la vie. Donc pour ça, on a besoin d'actualiser, hein, de trouver ce qu'on garde, ce qu'on enlève, ce qu'on nuance, et afin de redonner non seulement du sens, mais un sens en ce qu'on fait. Alors, ça m'est venu comme ça, là, il y a quelques jours, de faire un petit logo, hein, où historiquement la croix grecque, en fait, de Galien, qui était médecin, patron de la pharmacie, et qui avait été utilisé pour exprimer de la compassion, de la miséricorde, du pardon, et qui représente la santé. Et le cercle ANSA, qui représente l'intégralité, mais surtout un état d'esprit à un moment présent. Donc, c'est un peu un symbole qui relie les deux. Alors, quand je parle de soins intégratifs en médecine pulmonaire et respiratoire, euh, ça n'exclut aucune approche. Je pense qu'il faut essayer de voir, essayer de comprendre que toutes les approches peuvent être bonnes, mais selon des besoins qui seront individuels. Alors, on a besoin de rigueur, on n'a pas besoin de rigidité, on n'a pas besoin de croire en n'importe quoi, mais on a besoin quand même de beaucoup de souplesse pour arriver à ça, hein. On comprend même aujourd'hui l'exemple de la réforme ici au Québec du système de la santé. On refait une structure, soit on en a bien besoin, mais ça c'est un peu le côté masculin, disons, de la santé. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur d'une structure? Et je crois que on réussira jamais si on ne fait qu'une structure extérieure. On a besoin de redonner une qualité de soins intégratifs où la conscience, la spontanéité et la souplesse, comme la rigueur, seront de mise. Il y avait des études aujourd'hui qui disaient qu'on peut prendre du café pour marcher plus. Voilà, plus combien de pas. Alors, là, on se demande, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est ce qui compte ou ce qui se compte, hein? On entend souvent dire qu'il fallait marcher 10 000 pas par jour pour être en santé. Et on s'est rendu compte, en fait, que si on parle du Mankopei, en japonais, c'est le nom de l'entreprise qui a découvert en 1965, je pense, un podomètre et qui s'appelait une entreprise, le compteur de 10 000 pas. Et la science s'est emparée de ça pour dire, ça nous prend 10 000 pas pour être en santé. Alors, on a fait une moyenne, on part d'une entreprise commerciale, mais en fait, la question que je me pose et que je vous pose, face à des résultats scientifiques, des études et tout ça, qu'est-ce qui compte? Est-ce qu'on tient compte, jusqu'où tient compte des moyennes et jusqu'où on doit répondre à des besoins qui sont plus individuels?
De façon traditionnelle, on parle d'esprit, d'âme et de souffle, qui serait un synonyme, hein. Spiritus, en latin, roi en hébreu, pneuma en grec, le home, qui sont une philosophie en fait. Et le travail que j'ai fait, moi j'étais assez curieux, alors je suis allé voir différentes philosophies, cultures, pratiquer, étudier, expérimenter. Puis dans les psaumes, par exemple, dans le psaume 143, on peut entendre le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on parle du souffle et de la marche. Euh, D'une autre façon, un autre auteur dit apprenons à entendre la base continue, ponctuant le chant natif qui est en nous, qui gît au tréfonds de l'âme. Cette âme capable de résonner avec l'âme universelle. Bon, beaucoup parlent de l'âme, et moi je nous rappelle, je vous ramène, pardon, quels sont nos états d'âme? Quels sont nos états d'âme à chaque respiration, à chaque parole, à chaque geste? Chez les Dénés, qui est une ethnie du nord-ouest canadien, on parle aussi de rythme, de pas, de souffle, de respiration. Et il y a une citation que j'ai trouvée intéressante, qui était dans le livre posthume là, de Serge Bouchard, La prière de l'épinette noire, et qui s'inscrit comme telle. Nous sommes trop spirituels pour être religieux. Nous sommes les enfants de l'espace, de la patience et du silence. Nous avons le rythme, le pas, le souffle, la bonne respiration et le bon battement du cœur. Alors, les valeurs spirituelles semblent être les mêmes, peu importe à qui on fait référence. C'est comment on incarne ces valeurs naturelles. Dans le zen, il y a Durkheim, par exemple, ou d'autres auteurs. Chez les Afghans, il y a les nomades Kuchi, hein, ceux qui ont fait la formation marche afghane, hein, la définition, c'est celui qui part avec l'intérieur de sa maison, avec son souffle, avec son âme. Dans le film, par exemple, La Rose propre du cœur, chaque fois que je respire, mon cœur se met à danser. Harry Potter, dans l'histoire d'Harry Potter, c'est l'amour aussi, c'est toutes ces valeurs à travers différentes formes qui peuvent nous parler ou pas, mais qui nous permettent de faire des choix, mais qui nous laissent libres de choisir. On trouve la même chose dans La Guerre des Étoiles, Le Seigneur des Anneaux ou autres. Alors, j'ai fait une petite hypothèse là, pour vous résumer un peu tout ça. Alors, le grand esprit, ce serait le grand soi, finalement, la conscience, les valeurs naturelles qui seraient universelles. Il y aurait un âme incarné, on part de cette hypothèse-là, et moi je la divise tout simplement avec un petit soi puis un petit moi. Alors, l'ensemble des deux, les deux côtés de la médaille, dont on a besoin, hein, le petit ange et le démon, si on pourrait dire, mais qui deviennent en fait des partenaires. On a besoin des deux, il n'y en a pas un qui est bien puis l'autre qui est mal. Les deux sont importants pour arriver à nous libérer. Comment on peut les mettre d'accord et dire, bah, moi, là, je m'en vais vers le soi jusqu'à un certain point et j'avance, pas à pas. Alors, on a besoin de conscience et tout ça nous amène, et j'insiste là-dessus, hein, vers des formes d'action spirituelle individuelle, d'accord, mais dans un but qui est toujours collectif. Et c'est ce qu'on appelle le mouvement de vie, c'est-à-dire cette transformation entre du moi vers le soi et d'essayer de le rendre congruent vers le grand soi. Qu'est-ce qui fait que le chemin devient difficile? C'est un excès de moi, hein. Si le moi est à la limite nécessaire, je vais essayer de ne pas employer le mot bien et mal, là. Euh, il est nécessaire, autant que le soi, mais ce qui en fait quelque chose qui nous éloigne d'une liberté, c'est son excès. Lorsqu'on a un excès de tension, lorsqu'on veut même aider des gens, mais qu'on le fait avec trop de force, si on veut forcer les gens à changer, si on veut se forcer à changer, que ce n'est pas prêt,
plus évidemment tout ce qu'on fait comme dépenses énergétiques inutiles pour essayer de consommer, consommer plus, réussir plus. Bon. Euh, Et moi, je me suis rendu compte, ça a été un peu l'intérêt de mon chemin, c'est-à-dire que j'ai pu mesurer avec des volumes pulmonaires lents, qu'est-ce qu'est-ce que ce moi? Quel est l'impact du moi, de nos tensions sur notre souffle, sur la marche, sur notre évolution, en fait. Et c'est peut-être là qu'il en fait l'originalité. En fait, le moi, c'est ce qui nous tient, mais qui nous tient, ou c'est nous qui nous tenons, hein. C'est l'œuf et la poule. Nous nous tenons, nous accrochons près des barreaux, près des habitudes. Et c'est normal, puisque chaque habitude est normalisée, puis ça devient même valorisée. Alors on a de la peine à lâcher, même si la porte de notre prison est ouverte. Mais à chaque fois, on doit lâcher un petit peu. On va voir dans la porte, on retourne en prison, on en ressort, on y retourne. Et tout à coup, bon, on décide de ne plus y retourner. Donc, on continue le chemin, mais on se retrouve évidemment dans une autre prison et ça continue comme ça jusqu'à notre dernier souffle, mais en devenant de plus en plus libre, en devenant de plus en plus joyeux dans tout ce cheminement. Alors, ce cheminement finalement du moi vers le soi, vers le grand choix, c'est une façon aussi de mieux nous connaître. Mais c'est aussi un sevrage, hein. Chaque fois qu'on lâche une petite partie du moi, c'est un deuil à faire. Et ça nous amène dans un changement de perception, dans un changement d'état, et ça peut nous, si on ne connaît pas tout ce processus, on peut se dire, ben, je suis perdu, je suis dans le vide. Car en fait, non, on est dans un nouvel état dont on doit prendre conscience. On doit prendre conscience de nouveaux points de repère, en fait, qui fait qu'on n'est jamais perdu. On est dans un pas plus loin, dans un contexte plus loin, dans des façons de penser différentes, dans un allègement de notre fardeau. Et s'il peut être normal d'avoir peur au début, ben, c'est de dire non, non, je suis maintenant ailleurs et j'apprécie même au contraire ce nouvel état. Alors, le zen, souvent, au centre Durkheim où je travaillais, on disait que le travail du souffle, la marche, permet de déranger le moi qui est trop bien rangé. Alors, ce qu'il faut mettre, c'est en conscience, mais surtout apprécier ce changement. Donc, apprécier le deuil et apprécier la mort. Donc, comment avoir une vision différente de la mort? Les Japonais parlent de ko-kyu-do. En fait, le ko qui est l'expiration, le kyu l'inspiration et do la voix. Donc, c'est dit par la voix de l'expiration. Alors, comment je lâche, comment j'expire, comment je meurs à chaque pas pour me laisser inspirer plus profondément par la suite, avec une nouvelle conscience, nouvel état, nouvelle profession peut-être, des changements. Alors, c'est important de ne pas se précipiter pour ça. C'est important d'avoir de la gratitude à chaque pas. Et ça remet en exergue toute notre relation à la mort. La mort, c'est un passage, hein. Est-ce un passage ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais c'est quelque chose qui nous amène vers une conscience de plus en plus grande. Je dis souvent la blague, ben, dès le premier souffle, nous sommes en soins palliatifs. Euh, la vie c'est un soin palliatif d'instant en instant jusqu'au dernier souffle. Alors pourquoi pas l'apprécier plutôt que de tout faire pour éviter de mourir, pour éviter de nous transformer, pour éviter d'aller vers cette libération qui est tellement positive. Et c'est intéressant de constater comment nous, en Occident, on a inversé, hein, le sens du deuil, de la mort. On essaie de plus mourir, on veut pas mourir, on fait de l'acharnement thérapeutique. Quand ça va plus, ben là, c'est de l'aide médicale à mourir. Alors, on fait tout vite.
et on ne prend pas le temps de vivre. Pourquoi? Parce qu'on prend tout simplement pas le temps de mourir. Alors cette mort ou cette naissance, hein, c'est en fait c'est se délier du moi. Hein. Donc notre petit cadenas, on a beau y mettre un petit cas, mais si on est fermé à soi et fermé aux autres, on n'est pas vraiment vibrant, on n'a pas vraiment une résonance vivante. Je pense que le travail de libérer par des petits exercices simples, c'est de laisser sortir l'expression de soi, de notre âme, et de nous lier à d'autres de mille et une façons. Euh, j'ai étudié par moment, peut-être certains connaissent, là, une abbesse bénédictine, Hildegarde de Bingen, qui a déjà dit que le corps est le chantier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. Alors, l'esprit, c'est nous qui, à travers la respiration, venons nous poser, faire une pause. Chaque fois que je respire, je me pose. Alors, je dis souvent que se poser, c'est être en vacances. Ça ne devrait pas être essoufflant que de respirer. Ça devrait être reposant. Alors, si je reviens ici, c'est une autre façon de voir l'esprit qui est le souffle intime, hein, le yin et le yang, où tout est inclus là-dedans. À chaque instant, il y a quelque chose qui se passe dans notre niveau de tension, chaque pensée, chaque émotion, et tout ça, c'est véhiculé par notre corps, par la marche et par notre respiration. Alors, quand je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on a une pensée, ben, les volumes pulmonaires changent. À chaque fois qu'on marche, mais qu'on est tendu, nos volumes pulmonaires ne sont pas aussi efficaces qu'ils devraient être. Et ça se mesure, ça peut se mesurer à chaque instant, mais on ne peut pas en faire des moyennes pour faire de grandes études, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, parce que ça nous laisse la liberté avec certaines consignes de base, certaines consignes universelles, de pouvoir choisir chacun en conscience ou d'être accompagné en conscience pour faire chacun notre chemin. Alors, le stress chronique, ça en va partout dans le corps. Hein. De mille et une façons, il y a les chaînes musculaires, il y a les bandes musculaires, il y a les muscles, il y a les fascias. Et tout ça nous amène en 2023, là, soit dans un état chez la plupart des gens d'hypoventilation, on ne respire pas suffisamment, ou on respire trop. Alors, si on débute une activité de marche et qu'on ne s'est pas libéré, ben, il se peut qu'on ait à forcer pour respirer. Et ça va un peu nous amener un frein à vraiment aller chercher tout le potentiel que peut nous apporter et la marche et la respiration. Alors, sur ce petit moi, je reviens, c'est de la surtension chronique. Hein. On a besoin de tension, on n'a pas à complètement s'affaisser. Et ces tensions-là, on les retrouve un peu partout, dans les yeux, la mâchoire, l'occiput, le cou, les mains, le thorax, le bassin, chakra. Alors, c'est très concret. Hein. Le moi, on le retrouve partout, parce que le moi, c'est un état de surtension. Le but de libérer le corps, pour optimiser la marche, c'est de se poser avant. Hein. Certains d'entre vous connaissent les petits abaisse-langues qu'on se met entre les doigts ou entre les dents, qui enlèvent déjà une première partie et qui vont nous permettre, comme je disais au début, d'avoir la tête libre, les bras libres en alternance, parce que c'est l'objectif, le tronc libre, mais surtout un appui dans le bassin, la colonne et le sternum, pour être capable de rayonner à chaque pas, de libérer du moi et profiter du soi qui apparaît. Donc, il y aura tout spirituellement un lien hein, avec le corps. Quand on parle de Sacré-Cœur, par exemple, ben, c'est un lien qu'il y a entre le sacrum, via la colonne, et le sternum. Quand on libère tout ça, c'est là qu'on est le plus libre. Mais souvent, on se fait jouer un tour. Hein. Le moi a plus d'un tour dans son sac. Alors, il peut arriver que ce qu'on croit être un appui sur le sacrum soit une poussée du sacrum en avant. C'est souvent causé par la respiration abdominale en gonflant le ventre, ça, entre autres, lorsqu'on est debout.
Ça amène une fermeture des épaules, un écrasement du sternum. Alors le sternum, le cœur ne peut pas, notre âme ne peut pas rayonner puisqu'on l'écrase en pensant bien respirer. Et souvent, ben, parce qu'on ne veut pas se fermer, on va essayer d'ouvrir, on va se tendre. Et là, ce sera encore pire parce que on ne pourra pas ni inspirer correctement, ni expirer correctement. Et là, on sera figé sur place, on sera en apnée, au sens propre comme au sens figuré, de jour comme de nuit. Alors, c'est important souvent de se poser la question, lorsqu'on fait quelque chose, quand ça va bien, quand ça va mal, ou au moins la perception, qui écoute actuellement, qui agit, qui réfléchit, qui marche. Quand je parle de qui, c'est est-ce que c'est mon moi ou est-ce que c'est mon soi libre? Est-ce que j'ai libéré mon soi ou est-ce que je suis dans le moi en pensant que je vais forcer, que je vais faire quelque chose, mais contre mes propres tensions? Est-ce que je suis en combat avec moi-même? Alors, la vie est mouvement, rythme, cohérence, équilibre. Alors, en marche afghane, je me pose de plus en plus la question, puis je laisse la réflexion là, pour les gens qui la font, pour les instructeurs. Avec ce que l'on sait maintenant, est-ce qu'il serait intéressant, non pas d'imposer tout de suite un rythme, même le meilleur rythme, même si c'est le rythme de base, mais peut-être d'abord faire évaluer quel est le rythme de chaque personne. Est-ce que c'est un pas sur l'inspire, trois pas sur l'expire? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est 4, 3, 8, 5? Déjà, quel est le point de départ? Puis ensuite, aller vers les rythmes qui sont si importants, mais après avoir déjà trouvé un point de départ qui est aller à la rencontre de l'autre finalement et de l'amener tranquillement, de l'accompagner vers, ou de s'accompagner soi-même là, vers quelque chose qui est de plus en plus libre. Go Kyudo, l'expiration et les pauses. L'expiration, c'est mourir, c'est lâcher. La plus grande partie, c'est ce qu'on enseigne dans la libération du souffle, c'est comment lâcher avant de devoir forcer pour expirer. Ça, je pense que c'est important d'apprendre à le faire parce que ce qui peut se faire par le lâcher prise n'aura pas à se faire par la force. Alors, c'est une façon d'aller vers le soi en forçant le moins possible. Respirer, marcher, juste un petit retour en arrière, mais ces deux fonctions sont développées dans les étapes de l'enfant vers la station debout. Alors, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et le fait d'être debout, c'est ce qui nous permet de marcher et de pouvoir, d'avoir le pouvoir, notre pouvoir, de faire nos choix avec une assurance pour être intimement lié à l'esprit humaniste, à un esprit de renaissance, à chaque pas, à chaque libération, par la présence, par la conscience. La fameuse expression lève-toi et marche, moi je dis maintenant assis-toi d'abord, lève-toi et marche. Hein. C'est comment s'asseoir dans le bassin, dans le Sacré-Cœur. Euh, et il y a une Française, Jeanne Guesnay, dont le livre Le Troisième Souffle est extrêmement intéressant, mais qui disait que la place de l'homme est debout, marchant consciemment sur les dalles, quel que soit son destin. C'est le travail de toute une existence dont on n'invente rien. Hein. Il faut décoller notre condition humaine tout en gardant les pieds sur terre. Et ce que j'aime bien ici, dans un esprit vraiment spirituel, face à beaucoup d'interrogations aujourd'hui, hein, contrairement à d'autres, j'aime bien le mot homme, non pas parce que je suis de sexe masculin, parce que c'est important de se référer, d'un point de vue spirituel, sens latin qui veut dire humus, qui veut dire la terre, hein, la place, notre place incarnée, mais debout. Hein, nous sommes incarnés et debout. Puis en même temps, comment
l'intérêt du sens des langues que j'appelle les langues vivantes, hein, le grec et le latin, et comment on en est arrivé à dire que c'était des langues mortes. Alors, si je reviens à cette assise, ben, c'est d'aller chercher un appui abdominal. Puis l'appui abdominal, c'est dans le bassin. C'est ce qu'on apprend en libérant le souffle. Peut-être que tout à l'heure, vous avez pu le sentir un peu. On enlève des tensions dans les yeux, dans le mâchoire, et là, on se retrouve dans quelque chose qui est plus large en bas dans une assise assis, que l'on doit considérer dans notre accompagnement vers la marche par une assise debout et une assise en marchant. Alors là, l'important de libérer le souffle, et ça c'est fondamental aussi, c'est est-ce que à l'inspiration, mes dernières côtes bougent? Quand j'inspire en marchant, est-ce que mes dernières côtes ouvrent? Sinon, on est préférable de faire un petit exercice, vérifier que les côtes ouvrent et repartir la marche dans cette conscience. C'est peut-être qu'on veut aller trop vite, on veut changer de rythme, on veut performer encore. Donc, une fois qu'on a senti une liberté, c'est de maintenir la liberté et pas en faire à nouveau une performance. Alors, le travail du moi, si on veut, c'est d'abord de nous accorder nous-mêmes, hein. Est-ce que je suis dans mon bassin? Puis ensuite, est-ce que je peux m'accorder à d'autres? J'ai vu sur des stages de voix de 2 jours où on fait un travail individuel. Chacun allait marcher à son rythme. Ensuite, on est sorti le groupe. Je pense qu'on était 14 ou 15. On était sur le bord d'une rivière. Et là, c'était fait. Tout le monde s'est mis à marcher à un même rythme. Donc, chacun avait fait un travail individuel, sont joints au groupe, un petit exercice de groupe, et là, sans que les gens le veuillent, on avait une caravane nomade afghane presque, sans vouloir le faire. Mais il y a eu du travail avant. Quand on parle de marche afghane, on parle de rythme. On a des rythmes courts et des rythmes longs. Alors, je veux juste revenir très brièvement sur les rythmes courts, où un pas sur l'inspire, un pas sur l'expire, ou deux, ou ça peut être trois pas pour certains, hein. Euh, comment, en fait, l'important, c'est de rester à l'intérieur de notre soi, de ne pas utiliser nos tensions. Dès qu'on touche le moi, on n'est plus dans un rythme court. D'où l'importance de toujours se détendre avant la marche, avant de faire des exercices, même pour renforcer ou détendre le plancher pelvien, ou n'importe quel autre exercice d'étirement. Alors, comment je peux profiter de mon rythme court qui sera le mien et pas celui de quelqu'un de tendu ou pas celui qui m'est imposé? Alors, le rythme court, c'est la non-utilisation de nos tensions que souvent on ne sent même plus. Quand on va vers un rythme long, ben là, je serais porté à dire de plus en plus long, parce que c'est le rythme où on va de plus en plus descendre notre respiration dans le bas du dos, où le poumon va descendre dans le bas du dos, où on sera de plus en plus dans notre assiette avec la tête libre. Et on ne devrait pas, si possible, éviter de faire des rythmes longs si on a une respiration qui est uniquement dans le haut du dos. Et là, je ne parle pas du haut du thorax parce qu'il se peut que le ventre gonfle, mais une inspiration, pardon, qui va dans le bas du dos par des exercices que l'on connaît, que l'on fait lors de stages, soit de marche ou de libération du souffle. Une autre technique importante, ben, on t'en parlait, on marche toujours en avant. Bon, on sait que faire quelques pas en arrière, c'est une marche qui va équilibrer. On peut le faire avec nos abaisse-langues dans les mains, soit dans une main, soit dans les deux, mais l'important encore pour ceux qui le font, ceux qui vont en faire, hein, qui ont la curiosité d'aller plus loin sur leur chemin de libération, c'est d'apprendre aussi à libérer la tête, mais d'aller aussi dans notre respiration dorsale basse. Et à ce moment-là, par exemple, ça sera au début de ceux qui le font d'apprendre à inspirer par la bouche
les 2, 3 premières inspirations, puis ensuite de retourner par le nez, de façon à bien ouvrir le bas du dos et profiter amplement de cette équilibration. Alors, ce chemin de liberté, on va du moi vers le soi et non pas vers la soif. Il y a eu quelques coquilles, je m'en excuse, c'est seulement la présentation dont on s'en rend compte, hein. Alors, tout ça, c'est un sevrage, mais c'est peut-être une soif aussi d'aller vers le soi, pourquoi pas. Alors, c'est peut-être pas une si mauvaise idée, je crois que je vais le laisser et le mettre entre guillemets. La soif d'aller vers le soi. Alors, c'est un sevrage, mais un sevrage, un deuil, mais où on a des nouveaux points de repère qu'on a appréciés, d'où l'importance d'aller lentement, de faire de moins en moins de comparaisons avec nous-mêmes, avec les autres ou de jugement, d'aller vers notre soi individuel, mais toujours le mettre en lien, pour retrouver les valeurs humaines, hein, qui sont congruentes. Donc, on doit penser, on doit agir, parler d'une façon qui correspond aux valeurs du grand soi. Et ça nous amène, bien sûr, vers un équilibre entre les différentes médecines pour aller chercher le potentiel et la collaboration de chacun. Alors, sur le chemin de liberté, mon chemin, le vôtre, l'objectif, c'est d'en arriver à donner un sens à la liberté, hein, la capacité de, les gens disent un pouvoir, mais moi je préfère dire de possibilité de faire des choix avec de moins en moins d'excès. Donc, quels sont mes excès à tout point de vue, hein? Nourriture, achat, consommation, parole, tension, vitesse, bon. De moins en moins d'excès. Parce que ces excès-là, bah, c'est un peu des problèmes de société qui ont été normalisés et valorisés. Alors, chemin de liberté, c'est d'aller vers une santé préventive qui ne peut pas être autre, à mon sens maintenant, que spirituelle, c'est-à-dire que physique, bien sûr, psychique et sociale, à partir de valeurs communes à tous, peu importe quel chemin on prendra, quelle religion, quelle culture, quelle croyance ou non-croyance. L'important n'est pas là, l'important sont les valeurs et d'être capable de voir que ces valeurs-là sont communes à tous. Alors, je reviens à ma question du départ. Est-ce que notre souffle est toujours présent? Est-ce que tous ces problèmes-là vont être réglés si on respire mieux, si on marche pour avancer, là? Peut-être pour certains, peut-être pas pour d'autres. Peut-être que ça aura un travail qui portera fruit dans des générations futures. Mais en même temps, ça résume que souvent, les gens vont déjà aller mieux après un début de quelques exercices, un début de marche, avec une optique différente, aller plus loin qu'uniquement le physique ou l'émotionnel ou le mental, mais aller vraiment aux valeurs fondamentales qui vont nous permettre de, si possible, si nécessaire, de trouver la santé. Si on a besoin d'un appareil, d'un médicament, on le prend. Si on peut ne plus en avoir, c'est bien. Si on en a et que ça nous permet de continuer à marcher, d'évoluer, c'est très bien aussi. Que chacun trouve ce dont il a besoin pour relier les vraies connaissances et cesser finalement là, les combats qui durent depuis toujours. Alors, est-ce que libérer le souffle, le chemin de liberté, est-ce que ce ne serait pas ça le secret de notre Joconde? Est-ce qu'elle marchait? Est-ce qu'elle respirait? C'est une grande question. Peut-être certains d'entre vous auront la réponse. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the